passerai la parole tout de suite à ma chère amie, professeure Elkaïn Malia, du CHU de Oujda, pour nous parler de quelques cas cliniques de gastroentérologie pédiatrique. À toi la parole. Merci, cher ami. Bonjour tout le monde. Donc avant tout, je tiens à remercier l'association de l'Amicale de Fès de m'avoir invité à ce congrès très agréable, très convivial, comme d'habitude. Donc on m'a demandé de partager avec vous quelques cas cliniques de notre série, de notre service. Et donc j'ai choisi pour vous des cas cliniques qui sont en rapport avec des manifestations atypiques de maladie cœliaque, puisque finalement c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que souvent le diagnostic n'est pas toujours évident. Donc je commence tout d'abord par le premier cas clinique. C'est l'histoire d'une fille de 11 ans qui était hospitalisée chez nous pour des épigastralgies. Et dans son histoire de maladie, c'est une enfant qui avait une pâleur avec une asthénie. Et les parents ont constaté depuis pratiquement 2 mois une installation de douleurs abdominales qui sont devenues plus ou moins chroniques avec des vomissements alimentaires postprandiaux, le tout évoluant dans un contexte d'altération de l'état général. Donc l'examen clinique retrouve une masse épigastrique qui était dure, indolore et étendue à l'hypocondre droit avec un retard saturo-pondéral quand même qui reste important, moins de 2 déviations standards. Donc, à votre avis, quel est le diagnostic qu'il faut évoquer en premier devant ce tableau clinique? Altération de l'état général, enfant de 11 ans, masse épigastrique. Très bien. Donc, finalement, il faut évoquer une cause tumorale en premier. Professeur Ben Miloud est avec nous, donc elle va confirmer ceci. Alors, les examens complémentaires qu'on avait faits devant ce tableau clinique. Oui, donc on avait fait quand même un petit bilan, donc à savoir un hémogramme avec un frottis sanguin. Donc l'hémogramme a objectivé une anémie hypochrome microcytaire et qui était ferritine. Le reste des lignées était normal. Le frottis sanguin aussi était normal. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, à votre avis? Très bien. Donc, bien évidemment, il faut compléter par une échographie abdominale et cette dernière a objectivé une volumineuse masse épigastrique aux alentours de 8 cm et demi. Donc, est-ce que vous avez des orientations diagnostiques jusque-là ou pas encore? Parfait. Donc, vous êtes très fort. Donc, on a complété par un scanner abdominal qui avait objectivé justement un volumineux bézoar. Maintenant, la question qui se pose, d'où vient ce bézoar? Alors, finalement, on refait notre examen clinique et on constate ceci. Donc, d'après l'interrogatoire, la maman déjà nous disait que l'enfant est suivi pour des troubles de comportement, notamment une trichophagie avec une trichotillomanie, donc elle est déjà suivie en psychiatrie. Donc ce qui explique justement ce trichobézoar. Maintenant, notre grande fille a été conférée à notre chère équipe de chirurgie pédiatrique qui ont permis l'extraction d'un volumineux bézoar, donc qui est étendu jusqu'au duodénum. Et à votre avis, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce niveau-là ou il faut aller plus loin? Parfait. Donc, c'est une enfant, enfin, le problème n'est pas encore résolu, c'est une enfant qui a une anémie fériprive, donc il faut trouver une explication. Alors, les facteurs de risque d'un bézoar chez un enfant sont multiples. Et parmi ces facteurs de risque, on note l'anémie fériprive, ce qui est le cas pour notre petite fille. Et donc, au final, on est devant une enfant qui a un bézoar, et qui a une anémie fériprive. La question qui se pose, quelle est l'étiologie de cette anémie fériprive? Est-ce que c'est une anémie par diminution des apports? Est-ce que c'est dû à une malabsorption? Est-ce que c'est dû à un saignement occulte ou tout simplement un envahissement, à votre avis?
Donc, pour les apports, donc, on a fait une enquête diététique bien faite, et donc on a constaté qu'il n'y a pas vraiment... c'est une fille qui s'alimente normalement. Pour le saignement occulte, on avait fait la recherche de sang dans les selles, qui est revenu négatif, et pour l'envahissement, la clinique, elle est complètement contre, et aussi les examens paracliniques aussi. Donc, la seule hypothèse diagnostique, c'est une anémie fériprive par malabsorption. Dans ce cas, on a pensé à compléter par un bilan vitaminique complet. Donc, on est tombé sur une carence en vitamine D et en vitamine B12. Et la question qui se pose, s'agit-il d'une MICI? Donc, la symptomatologie clinique, elle est contre. Et finalement, le diagnostic le plus probable, c'est une maladie cœliaque. Donc, on avait complété par une sérologie cœliaque qui est revenue positive. Et par la suite, bien évidemment, on avait complété par une endoscopie digestive qui a objectivé une atrophie duodénale très importante et la confirmation histologique est revenue en faveur. Donc, c'est une classification stade 3 de la classification de Marsh. Donc, vous voyez la problématique chez cette fille. Finalement, on est parti d'un trichobézoar jusqu'à une maladie cœliaque. Retenez que c'est une association qui existe, mais elle est rare. Donc, il y a plusieurs articles qui sont publiés dans ce sens, entre autres le nôtre. Alors, on passe au deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique, cette fois-ci, c'est un petit enfant de 3 ans qui est suivi depuis l'âge de 8 mois en dermatologie pour une histoire d'éruption bulleuse. Et cette éruption bulleuse, en fait, elle vient par poussée-rémission. Donc, regardez sur les photos. C'est un enfant qui avait une image bulleuse qui est très spécifique au niveau de la plante du pied. Et par la suite, une fois ces bulles s'éclatent, on laisse derrière elles donc, des lésions cicatricielles, notamment au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs. Alors, les dermatos, donc ils ont référé l'enfant chez nous, et spécialement à l'unité d'hémato pour suspicion de déficit immunitaire. Et c'est un enfant qui est venu avec les résultats de sa biopsie cutanée. Donc, regardez sur la biopsie cutanée. Donc, elle parle d'un infiltrat dermique riche en polynucléaires éosinophiles avec un phénomène de Wells évoquant la possibilité d'une cellulite de Wells, d'une réaction immunologique secondaire à des piqûres d'arthropodes ou un prurigo. Donc déjà devant ces résultats de la biopsie, est-ce que vous avez une orientation? Donc il y a quelque chose qui nous a frappé. C'est quoi ce phénomène de Wells? Donc à vrai dire, avant cette observation, on ne connaissait pas du tout ce syndrome de Wells. Donc finalement, c'est une dermatite inflammatoire qui est souvent associée à d'autres pathologies auto-immunes. Donc on s'est dit phénomène de Wells, anémie fériprive qui ne répond pas au traitement, et comme par hasard, à l'interrogatoire, donc une résidente vient nous voir pour nous dire que la maman, elle est femme au foyer, mais elle est boulangère, elle travaille chez elle à domicile. Et par conséquent, cet enfant consommait beaucoup de gluten, notamment les viennoiseries et le pain. Donc, on avait fait une recherche de littérature et on est tombé sur ce cas très intéressant, et d'ailleurs c'est le premier cas qui est publié dans la littérature à ma connaissance, c'est un cas turc, et qui parle de ce syndrome de Wells qui peut se voir dans la maladie cœliaque. Alors, on a complété par les anticorps antitransglutaminases, type IgA comme d'habitude, qui sont revenus très positifs, et par la suite, bien évidemment, par une endoscopie digestive haute, qui avait objectivé une atrophie aussi importante, et donc par la suite, on a confirmé notre maladie cœliaque sur les résultats anatomo-pathologiques. Donc vous voyez la problématique, finalement c'est un petit enfant suivi pour des lésions bulleuses, plutôt des lésions dermatologiques qui ne sont pas du tout spécifiques, et au final, il s'agit d'une maladie cœliaque. Parce que si vous l'avez bien constaté, les lésions dermatologiques les plus fréquentes en matière de maladie cœliaque, c'est la dermatite herpétiforme. D'accord? Donc pour ce cas clinique, c'est un peu rare. Alors, je passe au troisième cas clinique.
Alors cette fois-ci, c'est un enfant de 12 ans, issu de parents non consanguins, qui était hospitalisé chez nous pour une dysphagie. À l'interrogatoire, donc on note une notion de décès familial, donc c'est une sœur qui est décédée à l'âge de 3 ans, mais pour une cause indéterminée. Et c'est un enfant qui présente par ailleurs des vomissements postprandiaux intermittents et il fait aussi une toux chronique, une toux intermittente depuis 1 an. Donc les parents ont constaté une dysphagie au solide depuis 2 mois et c'est un enfant quand même qui est altéré. Donc il a perdu 7 kilos en 5 mois. L'examen clinique retrouve un muguet buccal avec un retard statio-pondéral qui est très important, moins de 3 déviations standards. Donc le muguet, il n'est pas très clair sur la photo, mais on peut le deviner derrière la cavité buccale. Donc, à votre avis, devant déjà l'ensemble de ces signes cliniques, quel est le premier diagnostic qu'il faut évoquer? Donc il y a une notion de décès familial, il y a une notion d'altération de l'état général, d'amaigrissement, de toux aussi qu'on peut considérer comme chronique, avec un retard statio-pondéral important. À votre avis, quel est le diagnostic qu'il faut évoquer en premier? Très bien. Donc, devant ce tableau clinique, on pense en premier à un déficit immunitaire qui peut être soit inné ou acquis, quoique la nomenclature est modifiée d'après le professeur Bousfiha. Alors pour l'inné, donc, on a demandé une numération formule sanguine qui n'a pas trouvé une particularité, notamment pas de lymphopénie. On a fait quand même le dosage des immunoglobulines qui était normal et on a complété aussi par le dosage des sous-populations lymphocytaires qui est revenu normal. Pour le déficit immunitaire acquis, donc on a complété par une sérologie VIH qui est revenue négative. Deuxième chose à laquelle il faut penser devant ce patient, qu'est-ce que ça peut être? Tuberculose, c'est possible, mais pourquoi la dysphagie? Pourquoi le reste? La mucoviscidose? La mycose? Oui, tout à fait. Mais pourquoi il va faire une mycose s'il s'agit d'un enfant qui est immunocompétent? Donc on a pensé aussi à une... Oui. Donc on a pensé aussi à une dénutrition qui peut être soit secondaire à des pertes digestives ou encore à une diminution des apports ou encore une malabsorption. Donc d'emblée, on avait complété par une fibroscopie œsogastro-duodénale et on est tombé sur une mycose œsophagienne étendue. Vous regardez l'image à droite. Donc c'est une mycose vraiment très étendue. C'est le premier cas dans notre série, petite série. Et au niveau du duodénum, donc on tombe sur l'atrophie duodénale très importante qu'on a biopsiée et finalement c'est une maladie cœliaque. Alors, la candidose associée à une maladie cœliaque aussi, c'est une association qui est peu fréquente en matière de maladie cœliaque. Donc, sur le plan thérapeutique, c'est un enfant qui a bénéficié d'un traitement de la mycose selon un protocole bien codifié. Donc, il avait reçu du fluconazole à raison de 6 mg par kilo et par jour pendant 3 semaines. Et on avait fait une endoscopie digestive de contrôle qui avait montré une nette évolution clinique. Et en parallèle, on a mis l'enfant sous régime sans gluten bien respecté. Et il y avait une nette amélioration clinique. C'est une photo qu'on a prise quelques jours après le démarrage du régime sans gluten. Et c'est un enfant qui actuellement va très très bien. Donc il a pris du poids. Il va très très bien sur le plan clinique. Je passe au 4e cas clinique. Donc cette fois-ci, c'est une enfant de 14 ans qui était admise initialement pour une grosse jambe aiguë. Et là, je remercie mon cher ami, le professeur Babarouya, qui était son médecin traitant et qui l'avait examiné en premier. Donc, devant une grosse jambe aiguë, à votre avis, il faut penser à quoi chez une fille de 14 ans? Oui. Et donc, quel est l'examen de première intention qu'il faut faire devant une grosse jambe aiguë, sachant que c'est une enfant qui avait un membre inférieur et très douloureux?
Très bien, donc on avait complété par un échodoppler du membre inférieur qui avait objectivé une thrombose de la veine poplitée. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, à votre avis, pour trouver une explication à cette thrombose? Alors, on avait quand même complété par un bilan de thrombophilie qui avait objectivé un déficit en protéine C. En même temps, comme c'est une enfant qui avait une diarrhée chronique et le reste, on avait fait un petit bilan vitaminique avec une numération formule sanguine. Donc, sur le bilan de thrombophilie, donc on a constaté que finalement l'étiologie, c'est un déficit en protéine C. Et les étiologies de ce déficit sont nombreux, parmi lesquelles il y a le déficit héréditaire. Et apparemment, pour notre petite fille, on n'avait pas de cas similaires. Ça peut être un déficit en vitamine K, ça peut être un CIVD, ce qui n'est pas le cas pour notre fille. Ça peut être secondaire à la présence d'auto-anticorps anti-protéine C, mais malheureusement, on ne dispose pas de cet examen. Ça peut être aussi une prise médicamenteuse, notamment les AVK ou la L-asparaginase. Donc finalement, le diagnostic le plus probable et qui est à l'origine de ce déficit en protéine C, c'était une malabsorption. Et donc on avait complété par les anticorps antitransglutaminase type IgA qui sont revenus positifs. Et bien évidemment, on avait complété par une fibroscopie digestive qui avait confirmé la présence de maladie cœliaque chez cette fille. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi un enfant qui a une maladie cœliaque va faire une thrombose, à votre avis? Donc, on avait fait une recherche de littérature et on a trouvé que dans certains cas, ils ont un risque accru de faire une hypercoagulabilité et donc les étiologies chez ces enfants cœliaques, c'est soit la prédisposition génétique, soit une carence nutritionnelle, soit la présence des auto-anticorps dont on a parlé, soit l'hyper-homocystéinémie. Ça peut être le cas pour notre petite fille, puisqu'elle a une diminution de la vitamine B12 et la vitamine B9, et soit à des anomalies plaquettaires. Donc je passe rapidement au 5e et dernier cas clinique. Cette fois-ci, oui, c'est l'hypocratisme, c'est la maladie chronique. Alors, je passe au dernier cas clinique. Cette fois-ci, c'est un enfant de 9 ans qui était admis initialement dans l'unité de hémato-onco pour un syndrome d'insuffisance médulaire. Donc, à l'examen, à son admission, on trouve un enfant qui est altéré, avec un abdomen distendu, un hypocratisme digital aussi, avec un retard saturo-pondéral important. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ce tableau clinique? Le bilan. Bilan de première intention, comme d'habitude, c'est la numération formule sanguine avec frottis et taux de réticulocytes. Et donc, on est devant une pancytopénie qui est arégénérative, n'est-ce pas? Donc, le taux de réticulocytes, il est bas, 85 000, et le reste, il est bas. Le frottis, par contre, il est normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Très bien, donc il faut faire un myélogramme. Donc, le myélogramme... Donc, on avait complété initialement par un myélogramme qui est revenu normal. Et donc, on est devant une pancytopénie arégénérative avec un myélogramme normal. Donc, les principales étiologies en pédiatrie, soit c'est une aplasie médulaire, soit c'est une dysmyélopoïèse, soit c'est une moelle qui est pauvre, un envahissement médulaire, ou encore un syndrome d'activation macrophagique. Donc, le cas finalement le plus probable chez notre fille, c'est une carence vitaminique. Et donc, on a complété par un bilan vitaminique complet, à savoir la vitamine B12 et la vitamine B9 qui sont revenus bas, et on a complété juste après par les anticorps antitransglutaminase qui sont revenus positifs. Donc, bien évidemment, c'est l'endoscopie digestive qui confirme notre pathologie, et finalement, c'est une maladie cœliaque avec classification stade 3 de Marsh. Donc, finalement, on est devant une diversité de
de signes cliniques qui doivent nous alerter pour penser à une maladie cœliaque. Et je crois qu'en 2025, il faut plutôt oublier les formes digestives, puisque enfin, on ne va pas les oublier, c'est juste une manière de parler, mais les formes digestives, finalement, ça ne représente que 25% des cas. Le reste, ce sont les formes atypiques qui doivent nous alerter. Un petit tableau qui résume l'ensemble des tableaux atypiques qui peuvent nous orienter vers une maladie cœliaque, donc ils sont nombreux. Il y a l'anémie, le retard pubertaire, le retard saturopondéral, l'aménorrhée, les calcifications intracérébrales, etc. Donc il faut retenir ce tableau parce que les manifestations atypiques deviennent de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il faut plutôt oublier les formes digestives. Jadis, on pensait à une maladie cœliaque quand on est devant un enfant qui a une diarrhée chronique, un ballonnement abdominal, etc. Mais actuellement, il faut plutôt penser aux manifestations plutôt extradigestives qui sont présentées par des manifestations atypiques. Et rappelez-vous, c'est un défi diagnostique. Le diagnostic n'est pas toujours évident. D'où l'intérêt d'un dépistage. Et pour parler d'un bon dépistage, il faut bien sûr faire une sensibilisation auprès de la population en premier, mais aussi auprès des médecins de première ligne. Et je profite de cette occasion pour vous dire que l'année dernière, donc on a pu célébrer la journée mondiale de la maladie cœliaque. Donc on a fait une journée de sensibilisation auprès des patients cœliaques et leurs familles qui sont venus de l'ensemble des provinces. Et je saisis cette occasion pour remercier tout le staff médical et à leur tête tous les enseignants, mes chers amis, un par un, les infirmiers, la diététicienne, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur El-Kaïn, pour cette belle présentation qui a mis le point sur d'autres portes d'entrée à cette maladie qui est assez fréquente, des portes d'entrée vraiment parfois atypiques. Donc je pense que ça va susciter une bonne discussion, professeur Hidra. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, j'ai deux petits messages peut-être. C'est vrai actuellement, donc la maladie cœliaque se présente sous forme atypique dans beaucoup de cas. Donc, comme vous l'avez dit, les formes digestives sont devenues un peu rares et elles sont connues. La maladie cœliaque, elle est très fréquente. Donc, les estimations, c'est 1% de la population. Donc, il y a ceux qui la manifestent pendant l'enfance, il y a d'autres à l'âge adulte. Donc, puisque c'est une maladie fréquente, les associations sont très fréquentes. Parfois, on arrive à les expliquer, parfois non. Donc, les thromboses profondes, c'est une situation un peu connue parce qu'il y a la malabsorption, parce qu'il y a l'hyperplaquétose, et c'est une entité qui est décrite essentiellement chez la population maghrébine. Moi, j'avais publié un cas il y a quelques années quand j'étais à Rabat, quand j'ai fait la recherche. Et il y avait quelques cas, 7 cas qui ont été publiés dans le journal de gastroentérologie. Presque la majorité, c'est des femmes. 6 cas, c'était des Maghrébins. La 7e, c'est une Française, mais qui a vécu en Algérie. Donc, et quand on fait la recherche bibliographique, c'est des articles tunisiens, etc. Donc, est-ce qu'il y a une particularité maghrébine pour la maladie cœliaque? Voilà. Et pour le trichobezoar, donc on peut avoir toutes les formes. On a vu des cas avec un syndrome odémateux très important, un tableau de malnutrition sur des terrains particuliers. C'est des enfants qui ont des TCA, donc des autistiques, ils ont une alimentation particulière. De toute façon, bravo d'attirer l'attention sur cet aspect clinique un petit peu particulier de la maladie. N'hésitez pas à demander le bilan devant la symptomatologie digestive ou bien expliquer les sérologies actuellement. C'est un point ou bien une porte d'entrée à faire le diagnostic. Mais il ne faut pas s'arrêter à la sérologie, il faut explorer et référer le malade. Merci beaucoup. Oui, Madame Sihimo. Merci Madame El-Kaïn pour cette excellente présentation et toutes ces formes un peu particulières où on a pu diagnostiquer la maladie cœliaque. Et moi, je voulais vous poser une question, parce que nous avons un dénominateur commun entre toutes ces observations, qui est l'anémie, effectivement. Et ces situations m'interpellent sur l'évolution de la symptomatologie.
Est-ce que vous ne pensez pas que ces enfants auraient pu être diagnostiqués plus tôt, avant même la survenue des associations? Parce que devant ce dénominateur commun, qui est une problématique fréquente en pédiatrie, on le sait, mais si on va dire on approfondit l'entretien et qu'on ne trouve pas de carence d'apport et tout, on pourrait très facilement plutôt évoquer la maladie cœliaque et poser le diagnostic avant d'avoir des formes un peu très évoluées. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, chère Madame Simon, pour votre remarque très pertinente. Donc, justement, parmi les recommandations du dépistage de la maladie cœliaque en matière d'anémie, c'est quand on est devant une anémie ferriprive et qui ne répond pas au traitement de supplémentation. Normalement, au bout de 6 mois, il faut faire le point. Mais malheureusement, on continue à avoir des supplémentations. Moi, personnellement, j'ai vu des patients qui sont supplémentés pendant plus qu'1 an sans autre investigation. Normalement, il faut faire une investigation, à savoir une endoscopie, quand on est devant une anémie qui ne répond pas au traitement d'une carence martiale après 6 mois maximum. Avant toujours dans le même sens, moi, ces observations, je les aurais traitées de manière différente. Alors, celle qui avait les dermatoses bulleuses, pour moi, c'est un prurigo, je ne vais pas faire de biopsie. Je fais un petit bilan, je trouve l'anémie. Moi, l'anémie, je ne fais jamais d'hémogramme seul, je fais toujours numération ferritine. Et je demande au laboratoire de garder du sang pour un éventuel dosage d'IgA et d'anticorps antitransglutaminase. Je ne fais pas les vitamines B, les vitamines je ne les fais pas. Peut-être que vous avez la main facile. Donc, anémie, ferritine Abta, je déclenche la recherche. Et comme tu viens de le dire à l'instant, on ne traite pas d'anémie carentielle, d'anémie ferriprive, sans être sûr que c'est du carentiel, que ce n'est pas de la malabsorption. Surtout, comme l'a dit Sehida, c'est une pathologie fréquente. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde ce réflexe. 2. L'observation où il y a l'histoire tout ce qui est thrombose vasculaire. Vous avez déclenché le processus de recherche de cause de cette thrombophlébite, c'est très bien parce que ça permet de déclencher un traitement initial. Mais là aussi, il y avait un taux d'hémoglobine à 6. Je ne vois pas de taux de ferritine, je ne vois pas d'albumine. Est-ce que vous ne faites pas systématiquement des réflexes, je sais pas, différents? Moi, je ne fais pas d'hémogramme sans ferritine. C'est systématique, ça fait des années. Je pense qu'il faut garder ce réflexe. C'est cette ferritinémie, tout ce qui est carence ou malabsorption, et on passe à côté. Par contre, je vous remercie d'avoir mis l'accent sur des expressions différentes d'une maladie qui est simple à diagnostiquer par juste une analyse sanguine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Madame Omlil, pour votre pertinente intervention. Et là, je reviens à l'observation de la thrombose. Initialement, il était traité par mon cher ami et collègue, le professeur Bachoya. Et comme c'était une urgence de trouver une étiologie à la thrombose, je crois qu'ils avaient raison de demander quand même un bilan de thrombophilie. Il y avait un oubli, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'était une histoire d'anémie, etc. Mais comme c'était une histoire d'urgence, donc peut-être on s'est focalisé uniquement sur la thrombose et on voulait à tout prix trouver une étiologie à cette thrombose. Et ce n'est qu'a posteriori, après une bonne réflexion, qu'on avait pensé à la maladie cœliaque a posteriori. Étiologique de la thrombophilie sera modifié. Donc c'est une urgence de démarrer, de faire le bilan de thrombophilie et commencer le traitement et par la suite faire un raisonnement. Bien sûr. Nous on a traité et les gastro ils ont trouvé. C'était une attitude correcte. Merci beaucoup professeur Arken pour cette belle présentation de cas clinique.